Donc, comme on m'a présenté, je suis forestier, je travaille au DNF, département nature et forêt, et ma progression professionnelle a été tout d'abord de partir du terrain et ensuite de passer progressivement à l'encadrement des équipes de forestiers. Alors, mon quotidien, c'est la supervision des activités de gestion forestière, accompagner les agents et donner un accord sur les modalités de gestion des forêts publiques, communales et domaniales. Alors voilà, il m'est posé la question de témoigner par rapport au phénomène du changement climatique. Et je pense que ce serait bien que je donne une description de ce qu'est le changement climatique et où on en est. En fait, le changement climatique était appelé auparavant réchauffement climatique. C'est un phénomène qui, comme vous le savez, c'est une élévation moyenne de la température à l'échelle du globe. Et on peut considérer que des changements climatiques, il y en a eu beaucoup dans les 800 000 dernières années. Ce qui nous préoccupe, ce sont les observations des 150 dernières années et plus particulièrement les 50, où là on voit clairement une augmentation significative de la température. Alors, ces changements climatiques posent problème à l'homme parce qu'on lui attribue évidemment la responsabilité de ces changements climatiques. Effectivement, il y a une responsabilité puisque vous savez que nous dégageons du CO2, des gaz à effet de serre, et qu'il y a donc bien une modification du climat liée à ces pressions anthropiques. Maintenant, il n'y a pas que l'activité humaine, il faut aussi reconnaître qu'il y a des phénomènes naturels, qui sont des émissions naturelles, qui sont également des changements d'axe de la Terre. Il y a aussi des éruptions solaires qui peuvent être à l'origine. Mais clairement, il y a un phénomène d'accélération des températures à la hausse. Alors, on a détecté ces changements depuis 1988, où le GIEC a commencé ses travaux. Donc c'est un groupe d'experts international. Et en 1993, on avait déjà une corrélation d'augmentation de température avec le taux de CO2 dans l'atmosphère. Donc clairement, les scientifiques, et on peut le confirmer maintenant, attestent de ce changement climatique lié aux effets des activités humaines. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce changement climatique? Tout d'abord, c'est qu'il est irréversible à l'échelle humaine, en tout cas. On ne va pas pouvoir revenir en arrière, mais on peut le stabiliser. La deuxième chose, c'est que dans le temps et dans les lieux, c'est très hétérogène. Nous avons dans les climats tempérés des variations qui sont beaucoup moins fortes que sous d'autres latitudes. Et là, nous ne sommes pas égaux face à ce problème. Nous n'avons pas les mêmes talents. Il y a aussi une question de vitesse. Il y a effectivement une accélération de ce phénomène. Il y a aussi ce qui est probablement le premier problème, les extrêmes que nous connaissons. Ce sont les grandes sécheresses, ce sont les températures qui sont pendant quelques semaines beaucoup trop élevées. Ce sont les précipitations qui également sont anormales. Je vous rappelle les inondations de 2021 qui ont quand même causé la mort de plusieurs personnes et récemment celle de Valence. Et donc voilà, le contexte est quand même un contexte planétaire. Dans ma vie de forestier, je dois discuter de ces problèmes avec mes agents quand ils constatent des pertes d'espèces. Par exemple, en conservation de la nature, on a des disparitions assez fréquentes au niveau de la biodiversité d'espèces. Il y a également ces grands phénomènes de tempêtes, d'inondations. Pour les plus anciens, les tempêtes de 90 ont été quand même dévastatrices. Et il y en a qui se succèdent comme ça à peu près tous les 10 ans. Et on va vers quelque chose qui s'accélère. Le forestier est conscient aussi de l'importance de préserver le capital forestier. Pourquoi ?
parce que c'est un stock de carbone, on stocke le CO2, et on amoindrit, quand on a une forêt qui est bien vivante, on amoindrit le phénomène climatique, du changement climatique par l'absorption du CO2. Alors concrètement, sur le terrain, les forestiers sont stressés parce que on ne sait plus comment investir, je vais dire, dans une forêt à long terme. On va probablement vers des forêts avec des plus petites dimensions d'arbres, on va vers des essences qui souffriront peut-être quelques années et qui vont revoir complètement notre projet sylvicole. Et donc ça crée réellement chez les agents des tensions internes et ils m'en font part. Et je suis là pour essayer de les accompagner avec d'autres, bien entendu. Et j'aimerais vous expliquer un peu quels sont les profils types des forestiers quand ils sont face à ces problèmes. Et je crois que vous vous retrouverez tous dans ces profils. Il y a tout d'abord l'agent qui est stressé, qui panique et qui est hyperactif, qui cherche des solutions. Il ne sait plus vraiment comment ça va se passer et il est anxieux. Et là, il est en crise quelque part. Il y a un autre type de forestier qui est dépité. Généralement, cette attitude passe après le stade de la panique. Il est ce qu'on appelle un aquaboniste, c'est-à-dire à quoi bon continuer à planter, à quoi bon gérer, à quoi bon avancer avec ce métier qui tout compte fait ne nous permet plus d'avoir beaucoup d'espoir. Donc ce sont des défaitistes. Il y a aussi le contraire, les optimistes, ceux qui pensent que le phénomène n'est absolument pas permanent et irréversible et qui continuent avec des pratiques comme on les a connues. Et il y a une quatrième catégorie qui est celle ce qu'on appelle les transitionneurs, c'est-à-dire des agents qui essayent de trouver des solutions d'adaptation. Donc ces quatre profils sont tous évidemment dans des schémas différents et ils sont en souffrance, en émotion, en tension pour certains et ils s'entrent en conflit de point de vue entre eux. Et donc j'ai essayé un peu de comprendre comment les rassurer ou en tout cas leur donner un chemin pour que ce stress soit un peu plus facile à vivre. Alors je suis parti de deux idées maîtresses sur lesquels on peut se baser, c'est tout d'abord que la vie s'adapte quoi qu'il en soit. Et donc même s'il y a des changements climatiques, la vie restera bien présente sur Terre. Ce n'est pas avec les changements climatiques qu'on va éliminer la vie sur Terre. Deuxième point, deuxième idée maîtresse, c'est le fait que la mort fait partie de la vie. Ce qui nous stresse dans le climat, c'est quelque part de mourir un peu. Hein, c'est de voir des tempêtes, de voir des risques qui s'accroissent. Et alors on est face à la mort quelque part, hein, quelque part dans des situations qui sont fort différentes les unes des autres, mais ma foi, il y a quand même ce spectre de la mort qui est face à nous. Alors, personnellement, je retiens quatre choses importantes. C'est tout d'abord notre incapacité à maîtriser le phénomène seul. On ne parvient pas à lutter seul contre un phénomène comme celui-là. Il embarque tout le monde, c'est un phénomène planétaire, c'est un phénomène que l'on doit gérer de façon communautaire, de façon universelle. Ensuite, il y a un phénomène que j'ai constaté, c'est que lorsqu'on a une crise, les hommes sont extrêmement réactifs et quelques années après, voire quelques mois, voire un peu après, on a tendance à oublier le phénomène. Donc, on se protège en oubliant, en fait, quelque part. Un troisième fait, c'est que quand on ne veut pas voir ce problème, on se distrait. Et on est en permanence en train de chercher des soulagements. On se distrait de ces choses qui nous perturbent, qui nous chamboulent la vie. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose auquel on doit prêter attention pour essayer d'avancer avec ça. Et alors, quatrièmement, je pense qu'on n'est plus vraiment habitué à faire le deuil de certaines situations. Et il y a là donc des deuils à faire, des choses qui ne reviendront pas, et des choses nouvelles qui vont venir. Alors, il y a sur les réseaux sociaux des gens qui sont extrêmement catastrophistes, hein, ils nous annoncent la fin du monde,
et ils travaillent votre culpabilité et vous manipulent quelque part. Il faut être vraiment prudent par rapport à ces gourous qui ne sont absolument pas, je vais dire, dans le style du transitionneur qui cherche des solutions. Il y a aussi une notion qui est importante à essayer d'approcher, c'est la notion du temps. Ce qui est passé n'existe plus, ce qui est à venir n'existe pas encore. Et je crois qu'apprendre à vivre le temps présent, le moment présent, c'est une façon d'approcher le problème de façon très rationnelle, justement. Parce que se projeter dans le futur, on ne sait pas vers quoi on va, mais tout peut arriver. Et c'est justement le thème de cette semaine, c'est l'espérance. Je en parlerai tout à l'heure. On a aussi besoin d'apprendre à vivre le changement. Ça, c'est un aspect des choses qui est important à mettre en avant au niveau du personnel que je dirige. Il y a effectivement une difficulté à accepter le changement. Donc apprendre à accepter le changement, c'est aussi un chemin qui peut nous aider. Alors rien ne remplacera l'écoute. En fait, il n'y a rien de pire que de ne pas entendre ni de voir. Donc il faut absolument ouvrir les yeux et écouter ce que les autres ont à dire, parce que c'est ensemble qu'on parviendra à travailler sur le problème du climat. Alors, ce que je nous souhaite à tous par rapport à ce défi planétaire, c'est de trouver de la paix, en fait. En fait, la première attitude qui m'a permis, moi, personnellement, d'être un peu plus dans l'acceptation de ce qui se passe, c'est d'être en paix. Et cette paix, on peut la trouver de différentes manières. Je pense qu'on doit essayer de retrouver le sens de la beauté des choses, la beauté des paysages, la beauté de la nature quand elle se présente à soi. Et je pense que se concentrer sur cet aspect de célébrer la beauté des choses, ça permet de rester dans le moment présent. Sinon, on met de côté cette beauté et on est tout le temps en train de se dire que ce ne sera pas beau après. Restons dans l'instant présent avec la beauté. Il y a aussi tous ces enchanteurs qui sont les poètes et les chanteurs, la poésie. Et je pense qu'il faut vraiment s'y réfugier, parce que la poésie permet de percevoir les choses autrement. En les rationalisant, les scientifiques ont raison de nous analyser les choses de façon très rationnelle, mais il faut aussi écouter les intuitions et la poésie peut nous y aider. Il y a un élément aussi et d'ailleurs le psaume 50 l'a bien expliqué, hein. Le psaume 50 explique qu'il faut mourir un peu à soi-même. Donc c'est en fait entrer dans une certaine humilité, reconnaître qu'on n'est pas capable de changer tout, c'est pas possible, et surtout s'ouvrir à l'inattendu, être humble et ne pas vouloir tout maîtriser. Ça, c'est aussi un élément que j'ai découvert. Vous avez aussi entendu la première lecture qui est le retour de la colombe avec un brin d'olivier. Quand Noé a envoyé la colombe, elle est revenue la deuxième fois avec un brin d'olivier. Mais je crois qu'on doit apprendre aussi à voir les signes d'espérance. Je crois qu'il y en a, et on peut tout à fait être heureux de voir une solidarité quand il y a une catastrophe comme à Valence. Enfin, je crois que certains, en tout cas, ont été à la hauteur pour s'aider l'un l'autre, et donc il y a des signes d'espoir, et on est une humanité qui est capable de relever ce genre de défi. Il faut être solidaire et surtout célébrer les espoirs et les signes d'espoir, en tout cas. Alors, il y a aussi des situations où le deuil nous accable, et je pense que, enfin, si vous avez vécu des deuils, c'est important de les célébrer. Moi, personnellement, je suis responsable d'une réserve naturelle et j'ai perdu quelques espèces de papillons. Voilà, bon, ils n'y reviendront plus, le changement climatique m'en a privé. Eh bien, simplement penser au fait que ces papillons ont été présents dans cette zone naturelle, qu'ils ont fait
un petit bout de chemin, c'est une forme de célébration de leur fin. Mais c'est important de le faire pour se guérir de ces manques et de ces disparitions. Il y a aussi porter l'espoir de certains. Je vous ai parlé des agents qui essayent de trouver des solutions. Je crois que c'est important quand il y en a un qui a compris une piste, et en tout cas qui veut la suivre, de l'aider à la suivre, cette piste. Hein. Je me souviens d'un agent qui voulait absolument installer un petit arboretum climatique. Donc c'est un arboretum où on teste des essences plus méridionales et on essaye de les tester pour voir si elles vont répondre au niveau des stress climatiques. Et évidemment, soutenir ce type d'initiative, c'est soutenir l'espoir aussi, quoi. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai compris que l'essentiel c'était d'écouter et donc d'ouvrir son cœur à tout qui est en détresse par rapport à ces grands problèmes. Ça génère beaucoup d'angoisse et on ne le dit pas parce que ce ne sont pas des phénomènes qui sont visibles, mais la radio, enfin les médias en tout cas nous ramènent tout le temps dans cette angoisse. Et je pense qu'il faut vraiment oser en parler entre nous. Il y a un autre élément qui est avancé dans l'encyclique Laudato Si, c'est le pape François qui nous invite à éduquer les enfants. En fait, les enfants sont l'avenir. C'est eux qui vont nous succéder et déjà maintenant leur apprendre de bons gestes, être à la hauteur de ce défi au niveau de l'éducation, c'est important. Un autre point que j'ai compris, c'était que cette modernité que nous vivons tous, ce consumérisme, on n'arrête pas de consommer des choses qui ne sont pas toujours utiles et nécessaires, eh bien on doit aussi avoir le courage de prendre des décisions radicales. Je pense que la radicalité, non pas de l'extrémisme, mais aller à la racine des choses, je pense notamment à certains qui font le choix d'être végétariens. Voilà, ça c'est une décision radicale, mais chacun doit s'approprier sa propre décision radicale. Mais je vous invite à en prendre parce que ça va vous conforter, vous donner confiance. Je pense aussi que chacun doit faire sa part. Et là, je m'en réfère un peu à cette parabole des talents. Chacun reçoit et chacun est amené à rendre des comptes. Je crois que notre société est très, très hétérogène dans les chances que chacun a de s'en sortir. Et faisons notre examen de conscience et essayons de faire notre part. Hein. Vous connaissez cette fameuse histoire du colibri avec Pierre Rabhi qui se pose la question « Pourquoi, toi, colibri, tu viens amener des petites gouttes sur un incendie qui dévaste toute la forêt ?» Il lui dit « Je fais ma part, voilà, c'est comme ça. » Et je nous invite tous à faire notre part. Il y a encore trois choses importantes qui me semblent importantes à dire. C'est la place de la prière. La prière nous permet de nous ramener à nous-mêmes intérieurement. Je crois que la prière, c'est se tourner vers l'inattendu, vers nous chrétiens, vers Dieu qui est certainement en mesure de nous écouter. Écouter Dieu, c'est aussi s'écouter. Et la prière nous invite à nous écouter. Il y a évidemment Marie, on l'a dit en début de célébration, Marie c'est le symbole de la maternité, hein, c'est la confiance, c'est la protection. Marie peut essayer de nous aider et d'être plus tournée vers ces solutions, ou en tout cas cette voie que je vous invite à prendre. Il y a réellement un défi à relever. Il faut oser lui confier nos soucis et nos prières pour avancer dans cette voie des stress qui ne sont pas faciles à exprimer, mais qui sont bien chez nous présents. Il y a aussi une dernière figure qui est le Sacré-Cœur. Vous avez déjà vu ce Sacré-Cœur qui tend les bras et qui vous dit « Je vous ai donné une création, faites-en quelque chose de beau ». Et si vous avez l'occasion de voir ce Sacré-Cœur qui tend les bras, c'est aussi une attitude de respect et de don vis-à-vis du Créateur. Voilà, je terminerai par une citation d'un auteur qui
qui parle si bien de l'espérance, c'est Bernanos, qui nous dit « On ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité, au prix de grands efforts. Pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. » Je vous remercie.